tout à fait autre chose. Vous êtes l'auteur de Au-delà des droits de l'homme. Oui. Il est au courant aujourd'hui de parler des droits de l'homme, en général pour les critiquer. Auriez-vous, de manière générale, un avis sur la critique des droits de l'homme vue comme partie d'un ensemble plus vaste que sont les droits subjectifs, Oui. Nécessairement conflictogènes? Oui, parce que contradictoires entre eux. Au contraire d'une notion beaucoup plus pacificatrice que serait le droit objectif, au singulier, tel que ça a pu être fait par Léon Duguy, Hans Kelsen ou Michel Villet. Alors là, vous confondez un peu trois auteurs qui n'ont pas grand-chose en commun. Michel Villet a effectivement été un très grand et très remarquable critique du droit subjectif, qui apparaît au Moyen-Âge notamment, dans l'école nominaliste, et qui va donner naissance aux droits de l'homme. Et Michel Villet montre qu'il va en sortir une forme de droit naturel moderne qui est totalement à l'opposé du droit naturel des anciens, dont il se réclame lui-même, Michel Villet. Dans l'Antiquité, le droit se définissait objectivement, c'est-à-dire comme une relation d'équité entre les personnes, qui était imposée ou constatée extérieurement à ces personnes par le juge chargé de dire le droit. Dans la conception subjective, le droit devient tout autre chose. Les droits deviennent des attributs que l'individu tient de sa propre nature, dont il est porteur. Et le rôle de la société, et des pouvoirs publics en particulier, est de respecter et de garantir l'exercice de ces droits dont il est porteur. Et Michel Villet, notamment, montre que cette conception ne répond absolument à aucune réalité, et en fait une critique très serrée. Je veux dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Villet, qui a vraiment fait des travaux très remarquables dans la philosophie du droit. Mais Villet n'a aucun rapport ni avec Duguy, ni avec Hans Kelsen. Hans Kelsen est un théoricien du positiviste, qui fait reposer le droit sur des normes, avec une norme suprême qui domine toutes les autres, alors que Villet dénonce totalement le positivisme et l'idée que le droit est une affaire de normes. Quant à Léon Duguy, c'est un homme qui se réclame d'un mélange de théorie juridique et de positivisme sociologique, c'est-à-dire qu'il emprunte à la fois à Auguste Comte pour le positivisme et à Durkheim pour la sociologie. Donc ce sont des choses totalement différentes. D'ailleurs, ni Duguy ni ni Kelsen ne sont des critiques des droits de l'homme. Kelsen est au contraire un très grand admirateur des droits de l'homme, même si il ne se réclame pas du droit naturel et d'un droit, mais du positivisme. Villet, au contraire, rejette à la fois le droit naturel moderne et le positivisme. On peut trouver quand même chez Kelsen une critique des droits subjectifs comme étant les bases du propriétarisme. Oui, mais cette critique que vous trouvez chez Kelsen, elle est faite d'un point de vue positiviste, c'est-à-dire du point de vue selon lequel la loi civile se confond avec le droit. C'est-à-dire que la loi, tout ce qui est légal est légitime. C'est la base même du positivisme. Or, Villet rejette avec horreur cette idée-là, d'où il se déduit qu'aucune loi n'est injuste. À partir du moment où une loi a été adoptée dans les règles, selon les normes constitutionnelles en particulier, et parlementaires, à ce moment-là, cette loi est légitime. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre légalité et légitimité. C'est la caractéristique même du positivisme juridique. Ça, Villet le refuse absolument. Que ce soit à travers les Hussards, le roman noir, Edgar Allan Poe, Olivier Molin, la revue Éléments, à laquelle vous collaborez, parle souvent de littérature. Oui. Quelle est la place que vous accordez à la littérature dans l'engagement militant, la formation intellectuelle? D'abord, j'accorde évidemment une très grande place à la littérature, tout en sachant qu'il y a des gens qui sont plus intéressés, de tempérament plus littéraire que d'autres, évidemment. Moi, quand j'étais jeune, j'ai lu énormément de littérature. Par la suite, j'en ai lu beaucoup moins parce que j'ai consacré mon temps à
travailler surtout sur des essais, mais la littérature, c'est pas une question militante, c'est une question de formation de soi. Si on n'a pas un bagage littéraire, quel qu'il soit, je trouve que c'est quand même triste, parce que c'est un héritage fantastique. Au-delà des quelques exemples que vous avez cités, dans nos publications, on a publié je ne sais combien d'études sur je ne sais combien d'écrivains, de grands auteurs. On a aussi publié des œuvres littéraires, des romans, etc. Y aurait-il 3 romanciers que vous conseilleriez particulièrement aux jeunes générations? Les questions sur les 3 romanciers, ou les 3 cinéastes, ou le meilleur film du monde, ou le livre que vous emmèneriez dans une île déserte, etc. Bon, c'est toujours très difficile de répondre, parce que je dirais chaque jour, je pourrais vous donner une liste différente selon l'humeur du moment. Là, je sais pas, je vous dirais par exemple Dostoïevski, Flaubert, Arthur Koestler, voilà, mais je pourrais demain vous dire Knut Hamsun, Balzac, John Steinbeck, ou d'autres. Non, c'est très difficile, hein, c'est très difficile. Il faut essayer différents auteurs. Il y a des je pourrais vous dire Giono, je pourrais vous dire Maupassant, je pourrais vous dire Proust, enfin bon, on fera un catalogue, hein. Je ne suis pas braqué sur 2, 3 auteurs qui résumeraient toute la littérature. Je crois que ce qui est merveilleux dans la littérature, c'est justement l'immensité de ses facettes, les classiques, les anciens, jusqu'à Céline et d'autres. De la même façon, la revue Éléments parle souvent de cinéma. Vous avez vous-même failli être cinéaste, c'est une abuse, hein? J'ai envisagé ça quand j'avais 20 ans, oui. Dernièrement, il y a eu par exemple un article consacré au western zapatiste. Oui, il y a eu beaucoup. Sur le cinéma, il y a toujours eu dans nos publications beaucoup de choses, y compris l'énoncé d'une théorie de l'écriture cinématographique, ce qui n'est pas si courant. Et cela a été dû en très grande partie à notre ami Michel Marmin, qui a été critique de cinéma pendant la plus grande partie de sa vie, a écrit des scénarios, a été scénariste. Il a fait le scénario de 2 films, notamment de Gérard Blin, Pierre et Djemila et Le Rebelle, je crois. Et il se trouve que par ailleurs, j'ai toujours eu une très grande passion pour le cinéma. Quand j'ai découvert à l'âge de 17 ans peut-être la Cinémathèque française, qui était à ce moment-là encore installée rue d'Ulm, je voyais 3 films par jour. C'était les 3 séances du soir, 6h30, 8h30, 10h30, et tous les soirs, je voyais donc à raison de 3 grands classiques par soirée, comme ça pendant quelques années. J'ai acquis une certaine culture cinématographique et une très grande passion pour le cinéma. Voilà. Mais ça, je dirais que c'est tout à fait individuel. Je connais aussi des gens qui n'aiment pas beaucoup le cinéma ou qui ne partagent pas du tout mes goûts dans ce domaine. Personnellement, j'ai quand même tendance à penser que le cinéma a été le grand art populaire de la première partie du XXe siècle. Après, il se transforme. Dès l'instant où on peut voir des films chez soi, avec la télévision, où il rentre en concurrence avec tout un tas d'autres systèmes d'images, et aujourd'hui on est vraiment dans le monde des écrans, le cinéma n'est plus qu'un mode de production d'images qui bouge parmi d'autres, si vous voulez. Donc la frontière s'efface entre l'animation, le court-métrage, le téléfilm, le grand film, etc. Mais à l'époque où pour voir les films, il fallait aller au cinéma, c'est-à-dire sortir de chez soi, partager une certaine émotion collective avec des gens qui étaient pareillement remués par ce qu'ils voyaient. Je pense que le cinéma a été une très très grande chose, qu'il le demeure, mais pas de la même manière. Je crois que c'était Godard qui disait que le cinéma se regardait vers le haut et la télévision vers le bas. Oui, il y a un peu de ça. Philippe Dugue faisait une autre remarque que je trouve très juste, c'est que quand on est au cinéma, les gens sur l'écran sont plus grands que vous. Et quand vous regardez la télévision, ils sont plus petits. Et cette inversion, finalement, change absolument tout. Et je crois que c'est extrêmement vrai. Un dossier récent dans la revue Éléments a été consacré à la peinture.
Oui, on a aussi beaucoup publié sur la peinture. On a même publié aussi des livres d'art. Et une chose qu'on a pu retenir donc de ce gros dossier quand même, c'était une critique de l'art contemporain et en même temps une défense de la bande dessinée. Est-ce que vous pourriez développer là-dessus, peut-être présenter ce qui vous semblerait des orientations pour un... Écoutez, non, je ne crois pas qu'il y a d'orientation parce que il doit y avoir chez l'artiste quelque chose de spontané. Je veux dire, les artistes qui réalisent sur commande, selon des orientations qu'on leur impose, sont généralement des artistes assez médiocres. Il y a une crise de l'art aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été développé autour du non-art, des productions factices de l'art contemporain qui sortent des catégories de l'esthétique. Je crois qu'il y a toujours la possibilité pour l'art de produire des chefs-d'œuvre, bien entendu. La bande dessinée est un secteur que j'ai vu, non pas naître, mais quand j'étais très jeune, la bande dessinée, il y avait encore très peu de gens qui lisaient des bandes dessinées, ce qu'on appelait les illustrés. Et puis ça a explosé d'une façon formidable. Comme toujours dans les phénomènes de surproduction, il y a beaucoup de choses médiocres, mais il y a de très très grands dessinateurs de bandes dessinées, bien sûr. Donc la bande dessinée, pour moi, est un genre... bon, c'est pas Raphaël ou Michel-Ange, mais c'est un genre qui a toute sa valeur. Hein. Je ne le considère pas du tout comme un phénomène mineur. Marcel Duchamp a pu se plaindre un temps d'être pris pour une icône alors qu'il voulait être iconoclaste. Le geste moderne est quasiment centenaire. Vous savez, c'est le lot. Vous savez, c'est le lot de beaucoup d'avant-garde. Quand on regarde les anciennes avant-gardes, elles paraissent terriblement vieillies. Jean Cocteau disait ce qui est à la mode, c'est ce qui se démode. C'est encore plus vrai pour les avant-gardes qui deviennent très vite des arrière-gardes. Donc les iconoclastes qui deviennent des icônes. Regardez le sort qui a été fait à Guy Debord, qui a consacré sa vie à dénoncer la société du spectacle et puis qui aujourd'hui est récupéré avec des expositions tout à fait officielles par tous les représentants de la société du spectacle qui disent il faut lire Debord, c'est très intéressant. Bon, ça c'est le problème. Cela dit, je pense qu'il y a des vrais rebelles et des gens qui ne sont jamais récupérables et c'est peut-être vers cela qu'il faut se tourner. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Non, là je pense pas à quelqu'un en particulier. Je pense que... Bon, évidemment, toute œuvre peut faire l'objet d'une tentative d'annexion ou de distorsion, mais les grandes pensées les plus fortes sont toujours là, depuis... Je pense surtout à la philosophie, mais enfin, depuis Aristote jusqu'à Heidegger... il faut aller aux textes eux-mêmes, pas aux commentaires. Quoi. Parmi les arts, la musique semble un peu moins présente. Ah si, il y a quand même eu dans Éléments, dans Nouvelle École, beaucoup de travaux de musicologie. Nous avons Michel Marmin, dont j'évoquais le nom tout à l'heure, est l'auteur d'un dictionnaire des musiciens, qui est un dictionnaire de plus de 1000 pages. C'est un domaine qu'il connaît remarquablement bien. Notre ami Jean-François Gauthier, qui collabore beaucoup à nos publications, a aussi publié plusieurs livres de musicologie. On a peut-être un peu moins publié que sur la littérature, ça on peut dire, oui. Disons que je me baserai plus sur les numéros des dernières années. Oui. Par contre, il y a eu un article assez récent sur Debussy, sur ce qui est décrit comme un piège pour les générations postérieures de compositeurs. Et une chose qui semble... Non, il y a eu quand même beaucoup. On a publié aussi beaucoup d'articles du docteur Gérard Zang sur la musique baroque, de critiques d'ailleurs vis-à-vis de la musique baroque. Nouvelle École a publié 2 numéros spéciaux très copieux sur Richard Wagner. Il y a eu beaucoup d'articles sur Mozart, sur Brahms, que sais-je, enfin... beaucoup d'articles, mais alors c'est vrai, surtout sur la musique classique. Et justement, la musique populaire semble, au sens large, semble moins présente.
Ça dépend ce que vous appelez populaire. Il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites sur la musique populaire de type traditionnel, par le biais notamment des patrimoines régionaux. Il y a eu peu de choses en revanche sur les musiques de type pop, si vous voulez, ou toutes les écoles foisonnantes actuelles, que personnellement je trouve un petit peu décevantes. Alors peut-être que c'est un phénomène de génération, et que si j'avais 16 ans aujourd'hui, je trouverais l'électroacoustique, techno, rock, punk fabuleuse. J'en ai écouté beaucoup. Personnellement, je trouve pas ça pas très convaincant. Mais bon. Et l'affiliation entre les patrimoines européens et le jazz, le blues, la country, ça vous inspire quelque chose? J'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup le blues, j'aime un peu moins la country, qui me fatigue un peu vite, mais bon, là on est vraiment dans des goûts très personnels. Il y a eu récemment une conférence de Jérôme Duclos sur l'atonalisme et ses limites, qui a fait scandale au Collège de France, il me semble. Vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez vu? Non, je ne suis pas du tout au courant, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. C'est l'atonalisme et après. Putain, vous savez, c'est une vieille querelle, hein, ça. Les publications autour de la nouvelle droite ont souvent parlé de l'esthétique, de l'érotisme. J'ai pu voir d'ailleurs dans vos bibliothèques une anthologie de la littérature érotique, de la mise en scène artistique du corps. Quel serait votre avis sur la place de la pornographie ou de l'érotisme, comme vous voulez, dans la société contemporaine et son impact sur la société? Vous savez, le débat sur la pornographie est aussi vieux que la pornographie elle-même. Hein. La pornographie existe depuis très longtemps, peut-être même depuis la préhistoire, et elle a suivi l'évolution de toutes les techniques. Hein. C'est-à-dire que quand on a pu faire des dessins, on a fait des dessins pornographiques, quand on a pu imprimer, on a imprimé de la pornographie, quand on a pu faire du cinéma, on a fait des films porno, puis après il y avait la vidéo, après il y a eu Internet, donc ça n'a fait que se développer. Je ne m'aventurerai pas sur la définition, hein, c'est bien connu, la pornographie c'est l'érotisme des autres. Il y a effectivement aujourd'hui, on le sait bien par les chiffres, j'en parle d'ailleurs dans mon livre Les démons du bien, il y a une consommation pornographique qui est extraordinaire, qui m'étonne pas tellement, parce que ça reste un facteur d'excitation parmi d'autres. On peut l'évaluer comme ennuyeux, toujours pareil, formidable, bon. Mais, au fond, est-ce que la pornographie, c'est ce qu'il y a de plus pornographique dans le monde où nous sommes? Et c'est ça la question qu'on pourrait peut-être se poser quand on est dans une perspective critique sur la société actuelle. Moi, je trouve que ce qu'il y a de plus pornographique, par exemple, dans le monde actuel, c'est les publicités à la télévision. Je trouve que ça, c'est pour moi la pornographie pure. Hein. Bien plus que le film porno classique. Hein. Est-ce que la société dans laquelle nous sommes, avec sa part d'exhibitionnisme, de voyeurisme, de prostitution, institutionnalisée dans tous les domaines, n'est pas une société à bien des égards totalement pornographique? Hein. Moi, je serais assez tourné vers cette interprétation-là. Hein. Et quand on se ramène le champ de lorgnette juste au film porno, bon, je veux dire, au film porno, ouais, bon, voilà, je veux dire, je ne prends pas de jugement moral là-dessus, mais encore une fois, je serais plutôt porté à donner de la pornographie une définition beaucoup plus vaste. Vous l'avez rappelé, vous avez souvent dénoncé le racisme. Il y a dans la pornographie un phénomène qui peut sembler particulièrement raciste à certains égards, c'est ce qu'on appelle la pornographie interraciale, qui souvent réduit le corps noir simplement à une partie de son anatomie et en même temps peut avoir une volonté avilissante pour la femme blanche. En gros,
C'est une analyse correcte. Je trouve que, je vous coupe, parce que je trouve que votre question est quand même le reflet de vos fantasmes. Non, enfin, en tout cas, telle qu'elle est formulée, je ne dis pas que c'est vous qui êtes impliqué là-dedans, mais c'est une interprétation que je trouve incroyablement fantasmatique. Pour une raison simple. Vous me dites, pornographie interraciale, le pénis de l'homme noir et que la femme blanche humilie, mais enfin, il y a des milliers de films de pornographie interraciale où c'est une femme noire avec un homme blanc. Hein. Alors pourquoi vous prenez un de cet exemple et pas l'autre? Quantitativement, c'est sans doute... Oh non, c'est absolument pareil. Non, je veux dire, il y a des tas de types pour qui le fantasme, c'est de baiser des blacks. Hein, je veux dire, vous avez un... Donc, alors, pourquoi est-ce que ce serait plus humiliant pour la femme blanche de baiser avec le black plutôt que pour la femme noire de baiser avec le blanc? Vous voyez, c'est ça la question qu'on peut se poser. En plus de ça, la pornographie interraciale, pour reprendre le terme que vous utilisez, c'est pas seulement des blacks et des noirs, hein, c'est aussi des asiatiques, des vietnamiens, des japonais, des maghrébins, des latinos. Hein, donc... vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce de focalisation là sur le noir, la femme blanche, je trouve que c'est quand même de la fantasmatique raciste. Hein. Pour parler un petit peu de l'actualité, qu'est-ce que vous a inspiré les derniers rebondissement des affaires du donné, des procès autour des réconciliations? Honnêtement, je ne sais pas trop que vous dire, parce que on a l'impression d'être dans une atmosphère de folie, si vous voulez. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses que dit Dieudonné qui sont très contestables. Les réactions à ce que dit Dieudonné me paraissent également très contestables, parce qu'on a l'impression que il y a un délire d'humoriste, mais au moins c'est un délire d'humoriste, qui provoque un délire des pouvoirs publics, hein, et avec des histoires absolument disproportionnées de quenelles, d'interprétation de quenelles, mais enfin, je veux dire, j'imagine un type qui vient un peu à l'autre bout du monde, vous voyez, je sais pas, en Argentine, ou aux États-Unis, puis qui essaye de comprendre quelque chose. Quenelle, qu'est-ce que c'est que ça? Ces trucs. Alors le plus grand antisémite en France, c'est un black. Je comprends rien, expliquez-moi. Bon. Non, je suis attaché à la liberté d'expression. Ce que je n'admets pas, et je ne suis pas le seul à le dire, Jacques Lang l'a dit, d'autres l'ont dit, c'est la censure préalable. Hein. La censure préalable a été abolie en France à la fin du XIXe siècle. Elle est rétablie par Valls. Il y a le célèbre arrêt Benjamin. Hein? Il y a le célèbre arrêt Benjamin. Oui, oui, bien sûr. Bon. Enfin, oui, le rapport entre le malheureux Benjamin et Dieudonné, enfin, c'est des rapprochements complètement délirants. Et la censure préalable, c'est inadmissible, parce qu'on peut sanctionner quelqu'un qui contrevient à la loi, mais on sanctionne un délit lorsqu'il est commis. On ne peut pas sanctionner quelqu'un au motif qu'il pourrait commettre un délit. Regardez, dans la lutte contre les gangsters de droit commun, on n'emprisonne pas un type parce qu'il a projeté de faire un casse. Hein? C'est ce qui a été envisagé pour l'affaire Vicarnes. Oui, mais d'une manière générale, l'intention de commettre un délit n'est pas équivalente au délit. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les flics, généralement, essayent d'attraper les malfrats en flagrant délit. Hein? Sinon, évidemment, pour arrêter la moitié de la terre, en disant celui-là, il projette d'aller fracturer les coffres de telle banque, etc. C'est ce qui est décrit par Philippe Cadic. Oui. Donc, je sais pas, la censure préalable, je trouve ça extrêmement choquant. On peut sanctionner des gens qui contreviennent à la législation en vigueur, on peut porter des appréciations variées sur cette législation, mais enfin, quand on sanctionne des gens qui ont contredit la législation, les lois, il y a une certaine logique. Hein. Mais sanctionner des gens pour les délits qu'ils pourraient commettre, ça, je trouve ça totalement inacceptable. Nous sommes le 5 février. Demain, c'est incontestablement. c'est l'anniversaire de deux événements qui ont
qui sont souvent commémorés dans la famille nationaliste, patriotique, qui sont le 6 février 34, qui a souvent été évoqué en comparaison de la Manif pour tous, et l'exécution de Robert Wazillac. Est-ce que vous voyez une actualité encore de ces événements ou de commémoration? Une actualité, non. D'une manière générale, je n'éprouve aucune nostalgie et je trouve désolant de voir les gens de la famille dont vous parlez s'enfermer dans tout un système de commémoration qui donne l'impression d'un disque rayé qui répète toujours la même chanson. Je trouve ça détestable. En revanche, en tant qu'historien, on peut se pencher sur les événements auxquels vous faites allusion. Le parallèle qui a été fait avec le 6 février 34 et la Manif pour tous est, à mon avis, le sommet de l'anachronisme. Ce n'est pas la même époque, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce ne sont pas les mêmes gens qui manifestent, etc. 6 février 34, c'était une manifestation anti-parlementaire, faite par des gens qui appartenaient à des ligues, et qui étaient des adhérents de vieille date des ligues de l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de ligue, les engagements politiques sont éphémères, transitoires, il y a des protestations sur une chose, en l'occurrence les réformes sociétales du gouvernement social-libéral de François Hollande. Et alors on va chercher le 6 février 34. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le parallèle avec des choses plus récentes, le printemps arabe, les manifestations en Ukraine, qui à la limite ressembleraient plus à ce à quoi on assiste en France. Mais là, je crois qu'il y a quelque chose qui appartient aussi, qui est aussi de l'ordre du micro-sillon rayé qui se répète, là plus du tout sous l'angle on collabore, on commémore nos chers anniversaires, mais c'est de dire on retourne aux années 30, les années 30 sont devant nous. Bon, ces gens-là, d'un côté comme de l'autre, n'ont pas la claire conscience du moment historique dans lequel ils vivent. Nous ne sommes plus à l'époque moderne, nous sommes à l'époque postmoderne. Nous sommes dans une époque de transition. Nous sommes à une époque où les enjeux se configurent de manière totalement différente du 6 février 34. 6 février 34, c'est une date de l'histoire de la Troisième République, une date importante d'ailleurs, mais ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. La mort de Wazillac, je trouve cette mort très triste parce que je la juge imméritée, et surtout, quand on replace les événements dans l'époque, on s'aperçoit que Wazillac aurait été jugé 1 an plus tard, il aurait été condamné à de la prison, il aurait été amnistié comme les autres 3 ou 4 ans plus tard. Il a eu la malchance d'être là comme un emblème très tôt, et bon, c'est tombé sur lui. Alors évidemment, c'est l'image, Robert, le foulard, un goutte de sang. Je comprends que ça frappe les imaginations, mais en même temps, il ne faut pas que le passé soit un refuge. Le passé, il faut s'appuyer dessus pour regarder vers l'avenir qu'on veut instaurer. La commémoration enferme, finalement. Et là aussi, la mémoire, c'est le contraire de l'histoire. En vous écoutant, on a l'impression que c'est justement l'une des principales critiques que vous pourriez faire au mouvement nationaliste, patriotique, c'est cet enfermement dans la répétition, le catéchisme, la commémoration. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, lorsque je suis sorti de l'extrême droite, il y a maintenant plus de 40 ans, mon idée c'était de repartir à zéro, je l'ai dit tout à l'heure, de faire un tri en disant qu'est-ce qui tient la route, puis qu'est-ce qui est finalement de l'ordre du fétichisme et du slogan. Et malheureusement, j'ai vu ici et là se reproduire toujours, génération après génération, ces mêmes attitudes répétitives que je trouve totalement... sont des attitudes de refuge. Il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux dans le monde où on vit, alors ils se raccrochent à des grands mythes, des grandes figures du passé,
parce que ça les aide à vivre, je leur jette pas la pierre, mais c'est totalement improductif, il n'y a pas de projet politique derrière, il n'y a pas de projet révolutionnaire, il n'y a pas de prise en compte de tout ce qu'il y a de nouveau dans le monde actuel, et ils sont un peu comme ces généraux qui envisagent toujours la prochaine guerre comme la répétition de la précédente. Il faut avoir le sens du moment historique dans lequel on vit. Et ce qu'on a appelé la nouvelle droite, si elle a un mérite, je pense, en dehors de sa durée, c'est qu'elle a toujours été plus attentive à ce qui vient que à ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle elle a souvent été un peu visionnaire de ce qui allait se passer. Beaucoup, si vous prenez la collection d'éléments, par exemple, maintenant il y a 150 numéros d'éléments, ce qui est quand même pas mal, et ben vous verrez que parmi tous les dossiers qui ont été publiés, beaucoup annonçaient totalement ce qui allait se passer quelques années plus tard, quoi. Auriez-vous des figures historiques, politiques à réhabiliter, à faire connaître autre que Berthe, peut-être un projet de biographie dans vos tiroirs? Vous voulez dire des sujets de livres ou... Des sujets, oui. Non, pas vraiment. J'envisage d'écrire sur des gens comme Ernst Jünger, par exemple. Je ferai sans doute un livre sur lui, j'espère, en avoir le temps. Je voudrais écrire peut-être sur Müller von den Bruck. Je me suis beaucoup intéressé aux auteurs de la Révolution conservatrice allemande. Mais sinon, citer des gens importants dans le petit panthéon, c'est comme les romanciers que vous me demandiez d'énumérer tout à l'heure. Il y a des figures historiques que j'aime particulièrement. Je pense à Frédéric II de Hohenstaufen, par exemple. Je trouve que c'est un personnage absolument fascinant, mais j'aime aussi des figures de la Commune comme Louise Michel. J'aime beaucoup les premiers socialistes français. Puis en cherchant, il y a certainement encore beaucoup de gens que j'admire, mais là aussi, on ne peut pas créer un petit panthéon, quoi. Il y a des auteurs importants à lire, il y a des auteurs qu'il faut connaître. Faut surtout lire, faut continuer à lire. Je suis terrorisé des gens qui lisent de moins en moins parce qu'ils regardent des écrans. Là aussi, il y a peut-être une affaire de génération, mais j'appartiens à une génération où certaines lectures, faites par tel ou tel d'entre nous, ont pu déterminer l'orientation d'une vie. C'est-à-dire que j'ai connu un certain nombre de gens qui m'ont dit un jour, j'ai lu tel livre, ça a changé ma vie. Voilà. Et la question que je me pose, c'est est-ce que un livre qu'on lit sur écran, ça peut encore changer votre vie? Je sais pas. On le saura un jour. Pour un tout jeune militant, vous auriez des conseils de lecture à tout Ça dépend à la fois de son âge, de son niveau, de ses centres d'intérêt. Évidemment, il y a des très grands auteurs. Je ne vais pas citer les philosophes parce que tout le monde n'est pas apte ou n'a pas envie de fréquenter les philosophes, même si pour moi ça a été vraiment essentiel. Dans les théoriciens, enfin si, je suis quand même obligé de citer Heidegger parce que je crois que c'est quand même le grand penseur du XXe siècle. C'est pas le plus facile pour commencer. Qui n'est pas le plus facile, c'est vrai, mais je vous disais, j'ai été autrefois très marqué par Nietzsche, mais dans mon itinéraire intérieur, Heidegger a déclassé Nietzsche. Il y a un auteur qui est quand même plus facile à lire, qui est Carl Schmitt, que je crois un auteur vraiment fondamental, parce que on peut lire plusieurs fois ses livres, et chaque fois on trouve quelque chose de nouveau. Dans le domaine de la connaissance du patrimoine le plus lointain, il y a un auteur comme Georges Dumézil,
qui est, je crois, vraiment fondamental, qui n'est pas non plus très très facile, mais enfin c'est pas surhumain de lire les livres de Dumézil, en politologie des gens comme Julien Freund, et puis il y a quantité d'auteurs récents, des sociologues comme Alain Caillé, comme Jean Baudrillard, comme Louis Dumont, comme Serge Latouche, et bien d'autres qui méritent d'être lus, mais là aussi, vous savez, les conseils de lecture, ça dépend quand même beaucoup des appétences, des affinités, des centres d'intérêt de chacun. Un petit mot peut-être pour égalité et réconciliation, ce que vous pensez du mouvement, de la démarche. Je trouve que c'est un mouvement intéressant. Je ne suis pas d'accord sur tout. Il y a des choses un peu obsessionnelles qui me déroutent parfois. En même temps, c'est un site qui est bien fait. Il y a des choses intéressantes dessus. Je souhaite qu'il conserve le plus de diversité possible, si vous voulez. Je crois qu'un site comme celui-là n'a intérêt que si la focale est assez large. Si c'est toujours le même clou qu'on enfonce, je pense que c'est très contre-productif. Voilà. Bien. Monsieur de Beaumont, merci beaucoup pour l'entretien. Mais merci d'avoir eu la patience de papoter avec moi pendant si longtemps. Et puis, voilà, à la prochaine. Merci.